Merci à tous d'être ici pour un moment très opportun alors que nous marquons le premier anniversaire d'une présidence hostile et aussi au lendemain de la célébration de la vie et de l'héritage du docteur Martin Luther King Jr. Oh, y est encore. Le sénateur Marquet et moi étions au petit déjeuner annuel et le thème était l'impérieuse urgence du moment présent. Nous sommes ici en raison de l'impérieuse urgence du moment présent. Et avant de passer à de brèves remarques, je voudrais commencer par remercier cet extraordinaire lieu de culte, le pasteur Matt et la pasteur Mona. Beaucoup de nos voisins haïtiens considèrent cet endroit comme leur lieu de culte, et je tiens donc à les remercier de nous avoir fourni un espace à Matapan aujourd'hui pour organiser cette audition délocalisée. Alors que l'occupant de la Maison Blanche marque une année de gouvernance avec cruauté, chaos et mépris pour tout le monde en Amérique, nous faisons quelque chose de très différent. Nous plaçons au centre les personnes qui risquent d'être directement lésées par ce qui est, littéralement, un acte de violence imputable à une décision politique, la fin du statut de protection temporaire, TPS, pour Haïti. Aujourd'hui, en usant des pouvoirs d'une audition parlementaire, nous écoutons, nous portons témoignage et nous faisons preuve d'une solidarité forte avec nos voisins haïtiens. Cette audition a clairement montré ce que nous savions depuis longtemps. Mettre fin au statut de protection temporaire pour Haïti n'est pas seulement imprudent. C'est mortel. C'est une condamnation à mort. Expulser des gens vers un pays en proie à une violence indicible, à une instabilité politique et à une crise humanitaire, tout simplement, il n'y a pas de retour sur en Haïti en ce moment. Rien que dans le Massachusetts, plus de 45 000 titulaires du TPS haïtien vivent dans la peur et l'incertitude. Des parents, des travailleurs, des soignants, des chefs religieux qui sont profondément enracinés dans nos communautés et essentiels à notre économie. Dans tout le pays, plus de 350 000 ressortissants haïtiens risquent de perdre leur statut légal le 1er février si Donald Trump ne change pas de cap. Le TPS, permettez-moi d'être très clair à ce sujet, n'est pas de la charité. C'est du bon sens. C'est une politique humanitaire qui a sauvé des vies. Mettre fin pour Haïti est un affront à la morale et à notre humanité commune. Je tiens à remercier le sénateur Marquet d'avoir co-organisé avec moi cette audition délocalisée à Matapan aujourd'hui. Je remercie le député Moulton pour sa participation ainsi que les nombreux défenseurs des droits des immigrés et les leaders communautaires qui ont rendu cette journée possible. Et plus important encore, je tiens à remercier les personnes qui ont courageusement partagé leurs histoires. Votre témoignage sera inscrit au compte rendu du Congrès et guidera notre surveillance et notre lutte législative à venir. Pendant que Donald Trump utilise des agents fédéraux en masse pour terroriser nos villes, pour enlever nos voisins, pour tuer nos proches de sang-froid, comme il le fait dans le Minnesota, je veux que notre communauté haïtienne sache que je vous vois et que je ne cesserai jamais de me battre pour vous ou à vos côtés. En tant que coprésidente du caucus sur Haïti à la Chambre des représentants, je suis fière de représenter la 3e plus grande diaspora haïtienne du pays. Je vous honore et je continuerai à me battre bec et ongles pour protéger vos vies, pour reconnaître votre travail, pour mettre au centre votre humanité et votre dignité et votre droit de rester chez vous, parce que vous êtes déjà ici. Votre foyer est ici. Le président Trump doit annuler cette décision cruelle et prolonger le TPS pour Haïti, et il doit le faire maintenant. Merci, Madame la députée Presley. Merci pour votre leadership. Merci pour votre travail de coalition sur cette question haïtienne à la Chambre des représentants et au niveau national.
Ce que nous avons entendu aujourd'hui est une atrocité absolue perpétrée par Donald Trump depuis la Maison-Blanche. Ce n'est ni plus ni moins que la continuation de son racisme, de ses mensonges qu'il raconte sur Haïti et sur les Haïtiano-Américains depuis des années. En fait, il n'essaie pas de rendre sa grandeur à l'Amérique. Il cherche à raviver la haine en Amérique. Et il a inclus la diaspora haïtienne de notre pays, qui a dû fuir le chaos de son pays dans sa rhétorique raciste et anti-noire qu'il perpétue depuis des décennies. Donc ce que nous avons entendu aujourd'hui, ce sont des titulaires du TPS qui sont haïtiens, qui ont courageusement témoigné et qui ont peur de rentrer en Haïti parce que c'est trop violent là-bas. Donald Trump dit que c'est trop violent pour les Américains d'aller en Haïti, mais il veut renvoyer en Haïti des Haïtiens qui seront des cibles encore plus grandes pour ces gangs. Donald Trump dit qu'il est approprié que des Sud-Africains blancs viennent ici pour être protégés, mais pas des Haïtiens qui sont clairement menacés par la violence dans leur pays. Voilà donc de quoi il s'agit. C'est un coup de projecteur sur ce que la population haïtienne apporte à notre communauté, à notre économie, à nos hôtels, à nos maisons de retraite, à notre aéroport, à toutes les parties de notre État. Et leurs enfants, s'ils sont forcés de retourner en Haïti, ce sera dans des conditions chaotiques qui sont dangereuses pour eux. Nous valons mieux que ça. Donald Trump est donc en ce moment même en train de mener une politique raciste en disant que ces Haïtiens doivent retourner dans leur pays alors que chacun sait que c'est trop dangereux pour eux. C'est ce pourquoi nous allons nous battre. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est ce que nous allons défendre. Nos concitoyens ici, dans le Massachusetts, sont en colère contre ce qui va arriver à leurs voisins haïtiens. Ils vivent à côté d'eux. Ils travaillent avec eux. Et ils savent que ce que Donald Trump essaie de faire est la perpétration pure et simple d'un crime contre l'humanité, mis en place par ses partisans MAGA les plus racistes, et nous ne pourrons pas permettre que cette population haïtienne soit. Merci, Monsieur le Sénateur, pour ces remarques passionnées et encore une fois pour votre partenariat. Et j'ajouterai simplement que non seulement nos voisins haïtiens vivent dans la peur de ce que l'avenir leur réserve, dans cette incertitude, alors même que nous devons aussi faire face à la terreur imposée par l'IS, immigration en custom enforcement. Et cette terreur a eu pour conséquence que des gens ne vont plus au travail, ne vont plus dans les lieux de culte, que des enfants ne viennent plus à l'école. Je veux donc simplement réitérer que Crazy est un danger clair et immédiat. Elle est aussi incompétente qu'elle est cruelle et ignorante. Nous étions tous signataires d'une lettre, et sa réponse à cette lettre est qu'il n'y a pas de conditions extraordinaires ou extrêmes en Haïti. Elle doit démissionner ou être destituée. Sa rhétorique est dangereuse. Ses politiques sont dangereuses et son ignorance est stupéfiante. Et sur ce, nous allons maintenant écouter le député Seth Moulton. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Madame la députée Presley, Madame la présidente de cette audition délocalisée, et Monsieur le sénateur Marquet. C'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui pour défendre les droits des Américains d'origine haïtienne, des personnes qui font partie de notre communauté au quotidien. La raison pour laquelle la secrétaire Nunn doit être destituée, c'est qu'elle vous ment tous les jours. Ava, peuple américain, au sujet de la réalité dans nos communautés. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, de façon viscérale, à quel point les conditions en Haïti sont terribles.
J'ai voyagé avec un groupe de quelques-uns des meilleurs médecins de Boston en Haïti juste après le tremblement de terre, il y a une quinzaine d'années, et nous y sommes allés pour sauver des vies. Et ce dont nous avons été témoins était inoubliable. Des corps empilés comme du bois de chauffage à l'entrée de l'hôpital où nous intervenions. Des parents cherchant désespérément leurs enfants et des enfants cherchant désespérément leur mère et leur père. Et aussi terrible que c'était à l'époque, la situation n'a fait qu'empirer. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien fait pour résoudre le problème. Nous n'avons rien fait pour investir après le tremblement de terre ou après l'ouragan. Nous avons en fait perpétué une grande partie de la violence en Haïti aujourd'hui. C'est l'entreprise d'Eric Prince, oui, le copain de Donald Trump, qui est maintenant chargé, pour une somme considérable, d'assurer la sécurité en Haïti, et 90% de la capitale est contrôlée par des gangs. C'est la réalité dans laquelle Trump nomme en vrai aujourd'hui des gens de notre communauté. Et certains diront peut-être que c'est là où il devrait retourner. Mais rappelons que le TPS, statut de protection temporaire, est en place et a été prolongé à cette reprise. Il y a donc des jeunes de 15 ans ici, dans le Massachusetts, dont les parents sont haïtiens, qui pourraient devoir les suivre en Haïti, alors qu'ils ne sont jamais allés dans ce pays. Imaginez être un jeune de 15 ans, un étudiant athlète vedette dans une ville comme Chelsea, Everett ou Lynette, et être contraint de retourner dans un pays infesté de gangs où vous n'êtes jamais allé de votre vie, à cause de la cruauté de cette administration. Et le résultat pour tout le monde ici, c'est qu'il n'y a pas assez d'infirmières pour s'occuper de vos parents dans les maisons de retraite. Pas assez de personnel pour nettoyer les avions à Logan, ce qui entraîne des retards lorsque nous essayons de prendre l'avion pour Washington aujourd'hui. Pas assez de personnes pour faire le travail difficile, jour après jour, qui permet au Massachusetts de prospérer. Il y a donc beaucoup en jeu ici. Et Madame la Présidente, merci beaucoup de l'avoir souligné. Très bien. Des questions sur le sujet? Bonjour. Comme il est très peu probable que le TPS soit prolongé par l'administration et que, s'il y a une décision en faveur du TPS haïtien devant les tribunaux, elle sera très probablement annulée par la Cour suprême. Est-il possible qu'au Congrès vous déposiez une pétition de décharge pour forcer un vote? C'est peut-être le seul moyen de sauver le TPS pour les Haïtiens. Eh bien, laissez-moi dire ceci. Étant donné le dysfonctionnement et l'incapacité à gouverner efficacement sous une majorité républicaine, vous nous avez vus, de plus en plus, recourir à des outils qui étaient vraiment rares, tels qu'une pétition de décharge pour forcer un vote, ou l'instrumentalisation de motions de censure, ou encore de multiples articles de mise en accusation. C'est là où nous en sommes. Organisatrice, pas de plan B, on se bat. Je dirais simplement que je suis prête à faire et à engager tout ce qui est dans le meilleur intérêt, la sécurité, la dignité et l'humanité de nos voisins haïtiens. Mais nous avons encore une opportunité en ce moment, et c'est pourquoi j'utilise, en partenariat avec le sénateur Marquet, qui a une relation de longue date avec la communauté haïtienne et un historique de plaidoyer, le pouvoir de convocation et le maillet pour maintenir la pression. Je veux dire au pasteur Kiki et à la large coalition TPS, nous avons déjà vécu cela. C'est une sorte de déjà-vu dévastateur. Et avec la pression, la solidarité et la communauté, nous avons pu obtenir à plusieurs reprises une prolongation. Et donc, en ce moment, nous nous concentrons uniquement sur ce combat. Je ne suis pas prête à céder du terrain ni à anticiper un résultat négatif. Nous allons nous battre et maintenir la pression jusqu'à la toute fin. Et si cela ne marche pas, cela laissera 45 000 personnes soudainement sans papier, incapables de travailler. Que vont faire ces gens? Eh bien, dans le Massachusetts, nous allons les accueillir. Nous allons les protéger. Nous allons nous assurer qu'ils savent qu'ils sont nos voisins, nos amis. Et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les protéger contre des agents masqués de l'agence fédérale Immigration and Custom Enforcement, qui arpentent les rues du Massachusetts.
Ce sera donc notre objectif, et je sais que la procureure générale Campbell s'est engagée à fournir ces protections également. Nous les traduirons en justice. Nous les combattrons de toutes les manières possibles, tant sur le plan juridique que législatif, afin de nous assurer que ces personnes obtiennent leur protection. Ce sont nos voisins, et nous savons qu'ils sont innocents. Ils ne font rien d'autre que nous aider en ce moment. Ce ne sont pas ces criminels que Donald Trump a dit vouloir expulser. Ce sont des innocents qui vivent dans nos communautés, et nous allons faire tout notre possible pour les protéger. Vous savez, nous entendons aujourd'hui directement des titulaires du TPS, des membres de la communauté. Ils réclament vraiment de la transparence et de la responsabilité de la part de cette administration. Quels sont vos commentaires sur la politique de l'administration et sur la manière dont elle est tournée? Nous entendons directement ces titulaires du TPS aujourd'hui, mais nous entendons aussi l'administration expliquer les raisons de ces décisions. Quel est votre commentaire à ce sujet? Je veux dire, la justification, encore une fois, c'est une rhétorique anti-noire, xénophobe, dangereuse et haineuse, qui est codifiée en violence des politiques publiques. C'est de cela qu'il s'agit. Comme je l'ai dit, notre appel à ce sujet ne relève pas de la charité ni de la bienveillance. À mon avis, il s'agit de réciprocité pour ce qui est dû à nos voisins haïtiens, pour qui ils sont et pour la manière dont ils contribuent chaque jour. Et donc, comme c'est toujours le cas avec cette administration, elle continue de marquer l'histoire pour toutes les mauvaises raisons, car l'impact de cette décision sera multiple, sans précédent. Et ce préjudice ne sera pas seulement ressenti par nos frères issus haïtiens et nos voisins immigrés. De la même manière que personne ne peut être immunisé contre les ravages terrorisants d'IS, qui se moquent de savoir si vous êtes autochtone, noir, latino, asiatique, LGBTQ, handicapé, jeune, âgé ou blanc. Personne ne sera à l'abri de ce préjudice en raison de l'impact qu'il aura sur notre économie, sur notre culture et sur la vitalité même de ce pays. Pour le dire brièvement, la motivation est le racisme. Le mécanisme est l'expulsion et le résultat est la douleur et la persécution. Eh bien, cela va dévaster la communauté haïtienne, mais cela va dévaster toute la communauté, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que nous avons vu maintes et maintes fois. Marco Rubio dit qu'il est dangereux de se rendre en Haïti, même pour une simple visite. D'accord? Et pourtant, il dit que le TPS est terminé et que les Haïtiens et les Américains d'origine haïtienne, dont certains n'y ont même jamais vécu, devraient y retourner. Nous allons en constater les effets, comme nous avons constaté ceux de ces droits de douane qui ont touché tout le monde aux États-Unis. Nous avons vu l'effet de ces politiques de Lisa Minneapolis, qui n'ont pas seulement touché les personnes expulsées, mais aussi des militants comme Ronnie Good. Et je pense que ce que nous verrons dans le Massachusetts, ce sont davantage de personnes comme Ronnie Good, de vrais patriotes américains qui se lèvent pour faire tout ce que nous pouvons afin de défendre ce qui est juste et les valeurs américaines. Le sénateur et les membres du Congrès, puisque vos collègues ont appelé à l'abolition de l'IS, pouvez-vous vous prononcer à ce sujet? Eh bien, je vais prendre celle-là. Je me suis présentée au Congrès en 2018. L'abolition de l'IS faisait partie des thèmes de ma campagne. Après avoir été témoin de ces méfaits et écouté activement mes électeurs. À cette époque, j'étais conseillère municipale de Boston. À mon avis, elle n'est pas réformable. C'est une agence incontrôlable. Elle n'existe que depuis 2003 et le bilan des préjudices ne cesse de s'alourdir. Et si je puis ajouter, il ne s'agit pas seulement de ce que nous voyons se produire, de la terreur dans nos rues, du chaos qui est semé. Rien de tout cela n'a à voir avec la sécurité publique. Pour être clair, tout cela a à voir avec la suprématie blanche, le racisme anti-noir et la xénophobie, mais aussi avec ce qui se passe dans les centres de détention de l'IS.
Donc, ce n'est pas seulement le mal que nous voyons dans les rues en plein jour, c'est aussi ce qui arrive à nos voisins immigrés lorsqu'ils sont souvent détenus illégalement par l'IS. Plus de 30 personnes sont mortes sous la garde de l'IS. Le docteur King a parlé de la drogue du gradualisme et du fait de ne pas s'en laisser intoxiquer. À mon avis, je ne parle que pour moi. Je ne crois pas que ce soit une agence qui puisse être réformée. Nous devons utiliser le pouvoir budgétaire du Congrès en cette période d'adoption des crédits pour encadrer l'IS. Et nous devons l'abolir. Nous devons organiser des auditions sur le terrain comme celle-ci. Nous avons besoin du secrétaire Nome et de Tom Holland, et s'il faut les assigner à comparaître, car Dieu sait qu'ils ne se présenteront pas de leur plein gré pour faire ce qui est juste et rendre des comptes au peuple américain. S'il faut les assigner à comparaître, ils doivent venir devant nous au Congrès. Et nous devons également faire adopter ma législation avec le sénateur Marquet, la loi sur l'abolition de l'immunité qualifiée pour tenir responsables ces acteurs malhonnêtes qui agissent avec un mépris total pour la vie humaine. Il existe donc encore de nombreux outils à notre disposition pour encadrer l'IS et lui demander des comptes. Mais oui, je soutiens l'abolition de l'IS. Mais je pense que cela devra relever d'une approche à plusieurs volets. Elle vient de dire mon nom. Donc je voulais juste dire ceci. Je ne voterai pas pour le projet de loi de finances pour l'IS. Cette agence est financée par des coupes dans Medicare, Medicaid, l'éducation et l'Agence de protection de l'environnement. C'est vrai. Ils réduisent en fait les programmes qui protègent les familles chez elles, tout en attendant l'adoption d'un budget pour l'IS qui, lui, est en expansion. Je ne voterai pas pour un budget de l'IS. Je voterai non et je veillerai à ce que nous portions ce débat, cette divergence, devant le Sénat des États-Unis, pour que chacun voit que la cruauté est en réalité la politique menée. Et ce ne sont pas seulement les agents de l'IS qui sont masqués dans les rues de notre pays. Ce sont aussi les coupes budgétaires qui touchent les personnes les plus démunies de notre société. C'est vrai, c'est pour les pauvres, les malades, les personnes âgées, les personnes handicapées que nous devons nous lever et nous battre. Et nous ne pouvons pas soutenir l'IS alors que les programmes destinés aux plus vulnérables sont réduits. Ne financez pas l'IS. Adoptez la loi nomade pour que les agents de l'IS soient tenus aux mêmes normes que la police locale. Adoptez la loi sur le réinvestissement dans les soins de santé, afin de prendre le triplement du financement de l'IS et de l'affecter aux subventions de la CEA pour que les familles américaines puissent s'offrir des soins de santé, et poursuivez l'IS en justice.